Côte d'Ivoire, Pascal Afine-Guessan se réjouit du retour d'exilés politiques proches de Laurent Gbagbo et invite le pouvoir à des actions concrètes visant une véritable réconciliation. Au Soudan du Sud, près de 5 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sans précédent. Il s'agit de statistiques rendues publiques par les Nations Unies. Et puis en Algérie, durant le mois sacré du Ramadan, on se souvient des plus démunis. Des actions de bénévolat s'intensifient pour servir des repas gratuits aux migrants de passage dans le pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, Pascal Afine-Guessan se réjouit du retour d'exilés politiques proches de Laurent Gbagbo et invite le pouvoir à des actions concrètes visant une véritable réconciliation. C'était lors d'un rassemblement en début de week-end au siège du Front populaire ivoirien, le principal parti de l'opposition. Le président du FPI a également touché du doigt les germes de division qui pourraient naître du projet de révision de la Constitution engagé par le président Alassane Ouattara. On l'écoute. On lui demande pardon. S'il ne peut pas faire plus, or plus que nous attendons là, c'est que ceux qui sont en prison là, ils sortent. Ceux qui sont en exil, tous les autres rentrent. Ceux qui ont leur compte gelé, que les comptes soient dégelés. C'est ça la suite de son programme. Ce projet-là va nous diviser encore et va créer les conditions pour que le pays bascule à nouveau dans des dissensions, dans de graves dissensions. Le pays n'a pas besoin de cela. Aujourd'hui, chaque acte que nous devons poser, opposition comme pouvoir politique, doit aller dans le sens de la consolidation de l'unité nationale, de la consolidation de la confiance entre toutes les couches de notre pays. Si un acte venant de l'opposition ou venant du pouvoir ne rencontre pas l'assentiment général, ne vise pas le consensus, comporte des germes de conflit, tout leader politique responsable doit y renoncer. En bref, au Nigeria, les vengeurs du delta du Niger ont revendiqué ce dimanche 5 nouvelles attaques contre les infrastructures pétrolières et gazières dans l'état du delta, dans le sud du pays. Le groupe rebelle nigérian a annoncé sur son compte Twitter avoir fait exploser vendredi l'oléoduc de la compagnie pétrolière nationale NNPC menant à la raffinerie de Warri, ainsi que 2 autres oléoducs appartenant à sa filiale NTPC hier samedi et enfin depuis du groupe pétrolier américain Chevron ce dimanche. Ces sabotages sont les derniers d'une longue série depuis le début de l'année revendiquée par les vengeurs du delta du Niger qui réclament une meilleure redistribution des revenus pétroliers et une plus grande autonomie politique. Au Mali, 2 personnes, dont un militaire, ont péri dans une série d'attaques menées dans plusieurs localités du nord du pays. L'une des attaques a visé un poste de la gendarmerie malienne à Ménaka. Il faut dire que, outre ces attaques, les assaillants ont également incendié des camions de sous-traitants de l'ONU. Voici des détails. Ils ont encore fait parler d'eux, les djihadistes, dans le nord Mali. Le poste de gendarmerie de Ménaka a été le théâtre d'une nouvelle attaque sanglante. Attaqué par 2 hommes armés, un officier au poste s'est éteint les armes en main. Un autre a grièvement été blessé. Parallèlement à Gao, une autre attaque a été perpétrée, faisant un mort. La victime, un combattant de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, S-Rébellion, et membre local au moment de son assassinat du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination chargé de conduire des patrouilles mixtes composées des signataires de l'accord de paix de mai-juin 2015. Un peu plus loin, dans la même journée, des hommes armés ont attaqué un convoi de camions appartenant à des sous-traitants de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Aucun mort ni blessé n'a été signalé. Les camions incendiés, une dizaine, transportaient du matériel pour le compte de la MINUSMA.
Courant mars-avril 2012, le nord du Mali était tombé sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes ont été dispersés, en grande partie chassés à la suite du lancement en janvier 2013 d'une intervention militaire internationale. La dite intervention se poursuit inlassablement, mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. Au Burkina Faso, l'opposition menace de boycotter les travaux de la commission en charge de la rédaction d'une nouvelle constitution. À l'origine de cette situation, un décret présidentiel qui stipule que les décisions de cette commission doivent être prises à la majorité relative. Reportage. L'opposition burkinabé menace de boycotter les travaux de la commission en charge de la rédaction de la nouvelle constitution devant permettre au Burkina Faso de rentrer dans l'ère de la Ve République. À l'origine, un décret présidentiel stipulant que les décisions de cette commission doivent être prises à la majorité relative. Ce qui, selon Victorien Tougouma, président du Mouvement africain des peuples et porte-parole de l'opposition politique burkinabé, n'est pas conforme aux tests de l'Union africaine ni aux tests de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des tests qui, selon lui, disent qu'en matière de révision constitutionnelle, les décisions doivent se prendre par consensus. À juste titre, l'opposition burkinabé conteste le décret présidentiel qui, selon elle, viole en l'état tous les tests auxquels le Burkina Faso a souscrit au plan sous-régional et international. Aussi réclame-t-elle que les décisions de la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution soient prises à l'unanimité des membres, précisant que si le consensus n'est pas requis, elle se retirerait de la commission. Pour rappel, le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est engagé à écrire une nouvelle constitution en vue de tourner définitivement la page Compaoré dans son pays. Dans ce cadre, une liste de 92 personnes chargées d'écrire le nouveau texte a été publiée début juin. Cette commission, dirigée par Maître Alidou Ouedraogo, ancien président de l'Union interafricaine des droits de l'homme et du mouvement burkinabé des droits de l'homme, dispose de 60 jours pour déposer ses travaux, lesquels travaux doivent être adoptés par un référendum dont la date n'est pas encore connue. Ce journal se poursuit et nous nous rendons cette fois-ci au Soudan du Sud où près de 5 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sans précédent. Il s'agit là de statistiques rendues publiques par les Nations Unies et le gouvernement de ce pays menacé par la famine et qui peine à sortir d'une guerre civile qui dure depuis décembre 2013. Les images. Le risque de famine ne saurait plus être écarté au Soudan du Sud et le gouvernement de Juba en est conscient. Parallèlement à une évaluation réalisée par l'ONU sur la situation alimentaire dans le pays, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et le Programme alimentaire mondial PAM ont assuré dans une déclaration commune que le niveau d'insécurité alimentaire cette année est sans précédent. Selon ces organisations, jusqu'à 4,8 millions de personnes, soit bien plus qu'un tiers de la population, feront face à de graves pénuries de nourriture durant les prochains mois et le risque d'une catastrophe alimentaire est encore présent. Les régions les plus touchées sont le Bahr El Ghazal dans l'ouest et Unity dans le nord du pays. Dans certaines zones, les indicateurs de l'ONU atteignent les niveaux les plus dangereux, à savoir catastrophe ou phase 5. En effet, la famine est déclarée dans un pays lorsqu'un cinquième de la population est concerné par ces niveaux d'indicateurs. Dans ce pays indépendant depuis juillet 2011, l'économie est en ruine et les niveaux de malnutrition chez les enfants continuent d'être alarmants. Plus de 100 000 enfants ont été soignés pour malnutrition grave cette année, soit 40% de plus qu'en 2015 et 150% de plus qu'en 2014. En bref, en Libye, la compagnie nationale de pétrole et sa rivale basée dans l'est du pays ont annoncé leur fusion. Elles mettent ainsi fin à 2 années de division au sein de cette institution qui gère la principale source de revenus du pays.
En outre, cet accord devrait permettre d'augmenter la production de pétrole estimée à 1,5 million de barils par jour en 2011 et qui est retombée depuis aux alentours de 300 000 barils par jour à cause des conflits politiques et de l'insécurité qui ont plombé ce pays depuis la chute du régime du colonel Mouammar Kadhafi. Restons au Maghreb, mais cette fois-ci en Algérie, où durant le mois sacré du Ramadan, des actions de bénévolat s'intensifient. Des associations financées par des dons s'activent pour servir des repas gratuits aux plus démunis et aux migrants de passage dans le pays. Reportage. Ça s'active en cuisine dans les locaux de l'association Jazer El Khair à Alger. Ces bénévoles préparent des repas gratuits tout au long du mois du Ramadan. Les plus démunis peuvent venir rompre le jeûne à leur table. Cette année, nous préparons 600 repas par jour. 300 repas sont réservés aux restaurants accueillant les migrants africains et 100 repas pour les 3 autres restaurants de l'association à Alger. Nous essayons de contenter tout le monde. Par exemple, ceux venus des pays africains ont droit à un menu spécial. Les déplacés et migrants africains sont particulièrement nombreux à se presser aux portes de l'association. Jazer El Khair a été créé il y a 5 ans et compte aujourd'hui environ 200 restaurants un peu partout dans le pays, dont 5 à Alger. Ces cuisines fonctionnent à plein régime pendant le Ramadan. 4000 bénévoles s'y étaient déjà relayés l'année dernière, en majorité des lycéens et des étudiants. J'encourage beaucoup, c'est très bon, très bonne chose. J'encourage ici beaucoup. Au lieu d'aller payer le manger ailleurs, on préférait ici manger, comme on l'appelle, avec eux, est suffisant. Puis manger quand tu regardes le reste, c'est comme de la maison. Ça nous fait un grand plaisir. L'association Jeunesse El Khair, elle, travaille dans les aéroports, les gares ou les hôpitaux pour offrir de la nourriture. Ces bénévoles font même des expéditions de nuit et distribuent de l'eau, des fruits et du lait aux sans-abri pour le souhour, le repas pris à la fin de la nuit avant d'entamer la journée de jeûne. Le but de notre travail, c'est de voir le sourire sur le visage des sans-abri et de ceux qui n'arrivent pas à se nourrir ou à nourrir leur famille. Ça nous sert de moteur pour avancer. Les associations d'aide dépendent entièrement des dons et vont jusqu'à démarcher les entreprises pour ne pas manquer en approvisionnement, encourageant l'esprit de charité tout au long du mois sacré musulman. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi.